Vous êtes membre du collectif Pangala Santé PEP Guyanea. Vous êtes contre cette campagne de vaccination. Pour quelle raison? Nous sommes contre le vaccin. Et si vous permettez-moi, je viens ce soir pour parler directement pour mon peuple. Parce que le débat, déjà au départ, moi, ça avait tronqué, puisqu'il y a 3 personnes qui pour vaccin et puis moi, on saute. Il faut pouvoir trouver les personnes qui sont contre le vaccin en Guyane. Depuis là, il commençait à y parler, écoutez. Non, mais là, nous sommes sur l'organisation de la campagne. Moi, ça, mon PKP développé longtemps. Je vais expliquer au peuple ghanéen pour ça. Nous ne sommes pas d'accord avec le vaccin. Vous allez parler, ne vous inquiétez pas. Moi, je dis Panga, ça vaccin, personne joue de là, peut pas dire nous, est-ce qu'il a immunisé les gens contre maladie et est-ce qu'il n'est pas dangereux pour la santé. Même Mouché, il a appelé Mouché Fischer, Alain Fischer, qui ça, Mouché vaccin, dit le gouvernement français ne peut pas répondre à sa question. Il y a plusieurs médias qui j'ai interviewé, mais il ne peut pas répondre clairement. Alors, aujourd'hui, il a fait médecine spectacle. Attendez, M. Darnal. Il a vacciné les gens devant la télévision. On va revenir sur le vaccin. Mais, dis ça, on va revenir. Sambolay. Vous êtes là, mais soyez patient. Donc, ça, on va revenir. Vous parlez de les vaccins? Bien sûr, vous aurez la parole. Mais on va développer, on va empêcher de parler. On ne va pas empêcher personne de parler, je crois. Pas du tout. C'est que vous devancez un peu. Mais on ne va pas dévancer. On va demander qui position mon gars les vaccins. On va expliquer. Si on parle, moi expliquer. Dis-moi pas la peine, arrêtez, on va rentrer dans mon cas. D'accord. Parce que moi, savais, moi, viens déjà dans un débat déséquilibré. Mais si on parle, laissez-moi parler, pas la peine, je ne vais pas partir. Non, restez là. Vous pouvez parler. Ah, vous pouvez parler. À présent, l'orienter pour 2-3 fois, vous pouvez parler. Non, mais je voulais vous dire que nous avons organisé l'émission de façon à parler de certains thèmes. Et donc, la vaccination, dans un premier temps, et le vaccin. Donc, nous avons tout le temps pour parler du vaccin. Vous avez tout le temps pour dire que vous êtes contre le vaccin. Nous n'étions pas encore arrivés à cette partie. Maintenant, si je comprends bien, vous êtes contre... On peut parler de la vaccination sans parler du vaccin. C'est une incohérence totale. Donc vous êtes contre la campagne... Moi, je suis de formation scientifique, je suis désolé. Moi, ça me pose un problème de parler de quelque chose sans qu'on puisse parler de ceux qui entraînent ce quelque chose. S'il y a vaccination, c'est parce qu'il y a un vaccin. Donc parlons du vaccin avant de parler de vaccination. Parlons de son innocuité, de l'immunité qu'il peut provoquer chez les personnes qui vont le recevoir. Bon, puisque vous voulez qu'on y ait, des conséquences, allez-y, monsieur Darnal. Des conséquences que ce vaccin peut avoir chez les êtres humains. Moi, on m'a enseigné, dans les écoles françaises où j'ai été, puisque nous avons fait nos études dans les écoles françaises, qu'un vaccin... Pour le concevoir, il faut entre 5 et 10 ans. Les lectures que j'ai pu faire me montrent que ce vaccin a été conçu en moins de 9 mois. Moins de 9 mois. Le laboratoire BioNTech et Pfizer, ils ont communiqué, d'ailleurs c'est toujours sur le site de Pfizer, ils ont fait un communiqué de presse le 9 avril 2020, disant qu'ils avaient pu mettre au point un vaccin et qu'il passait aux essais cliniques. Moins de 9 mois après, le vaccin est validé et on veut que les populations acceptent de prendre ce vaccin. Oui. Là, vous parlez des vaccins traditionnels qui mettent beaucoup plus de temps. Non, c'est un vaccin à base d'ARN messager, j'ai bien compris. Oui, alors, si vous voulez qu'on rentre dans les détails, on va rentrer dans les détails. Monsieur Naché veut... Le vaccin à base d'ARN messager, c'est une nouvelle technologie, on est d'accord là-dessus. Ils ont commencé à travailler dessus dans les années 90, au début des années 90. Cette technologie a été abandonnée parce qu'elle ne donnait pas satisfaction et subitement, en 2020, elle donne satisfaction. Oui. Monsieur Naché, on voulait vous écouter sur ça. Certes, les vaccins, ça existe depuis longtemps, mais je ne sais pas, quand vous faisiez vos études, c'était un niveau technologique. Depuis, il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits. Et pourquoi ça a été vite? Parce que c'est vrai que c'est une question et que ça peut paraître comme étant précipité. Mais... aucune étape n'a été brûlée. Si ça a été vite, c'est parce qu'on connaissait ce virus. Déjà parce qu'il y avait le SARS-CoV-1, il y avait le MERS en Arabie Saoudite, c'est des cousins du virus. Donc on avait déjà. Dès début janvier, il y avait la séquence du virus qui a été isolée en Chine. Et donc il existait différentes plateformes, différentes techniques pour fabriquer des virus.
Et il y a eu, je crois, c'est près de 700, il y a 700 candidats vaccins et il y en a 66 ou 68 qui sont dans des essais cliniques avec différents types de techniques. Donc, il y avait un état de la technologie qui est, je sais pas, il y a les smartphones, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Donc pour les vaccins, il y a aussi beaucoup de progrès technologiques. Donc il existait ces plateformes. On connaissait le virus. Il y a eu beaucoup de volontaires. Il y avait beaucoup de personnes affectées. On est dans une pandémie. Donc souvent, les problèmes qu'on a, moi, c'est mon métier, faire des études épidémiologiques, c'est d'avoir suffisamment de puissance statistique pour démontrer quelque chose. Parce que là, c'est pas une question d'être contre ou d'être pour. Là, on regarde des faits. Les essais vaccinaux, pour le Pfizer, il y a eu plus de 30 000 personnes vaccinées. Pour le Moderna, je crois que c'est plus de 40 000 personnes vaccinées. Et si on va si vite, c'est parce que comme le virus est partout. Donc on répond très vite à la question finalement. Quand on fait quelque chose sur une maladie rare, on est en train d'attendre que ça arrive et pour compter si ça marche mieux, etc. En plus, il y a eu beaucoup de volontaires. Face à cette crise, il y a eu beaucoup de gens qui voulaient participer aux essais cliniques. Donc, et puis il y a eu beaucoup de crédits, à la fois privés, d'État, il y a eu une mobilisation qui est sans précédent. Donc ça a été, effectivement, d'habitude c'est 9-10 ans, ça a été moins d'un an, mais il y a des raisons pour cela. Mais il n'y a aucune étape qui a été brûlée. Il y a eu les phases 1, les phases 2, les phases 3. Là, on en est à la phase de la pharmacovigilance. Mais on sait déjà qu'il y a 40 millions de personnes vaccinées dans le monde. Et, je ne sais pas, 40 millions. Vous êtes dans une tranche d'âge. Si, par exemple, on parlait des personnes plus de 75 ans. C'est quoi la probabilité de mourir quand on a le Covid, quand on a plus de 75 ans, Monsieur Darnel? Vous allez me le dire. C'est 1 sur 6. Et quand 15%. On n'a pas le Covid, c'est quoi la probabilité de mourir? Une question intéressante. Pourquoi cette rapidité pour mettre en œuvre ce vaccin contre le Covid n'a pas été utilisée pour d'autres maladies, par exemple? Voilà, c'est ce que j'allais poser. Pour le sida, par exemple. Question. Parce que je suppose que ça fait 40 ans qu'on attend le sida, pour l'Ebola, pour d'autres maladies de ce type viral qui existent dans le monde et qui déciment les populations. Alors, c'est pas les mêmes virus. De certaines régions. C'est pas les mêmes virus. Le VIH, par exemple, effectivement, il mute beaucoup plus et il touche les cellules de l'immunité qui coordonnent toute la réponse immunitaire. Donc, dès le départ, il touche le cœur du problème et c'est ça qui est diabolique. Le paludisme, par exemple, on a beaucoup de mal à trouver des anticorps qui vous protègent de façon pérenne contre le paludisme. Donc pour l'instant, le vaccin non plus pour le paludisme, on n'y arrive pas. On ne peut pas comparer les agents pathogènes. Il y en a qui sont plus faciles, pour lesquels c'est plus facile de trouver une parade, et d'autres pour lesquels c'est extrêmement compliqué. Donc, je ne peux pas vous faire de réponse générale, mais effectivement, il y a plein de maladies où on essaie depuis longtemps. Mais certainement que, par exemple, pour le paludisme ou pour des maladies de pays pauvres, il y a moins de moyens. Là, pour la Covid, il y a eu des moyens colossaux. Quand je vous dis près de 700 candidats vaccins en moins d'un an, je veux dire, il y a des gens qui ont phosphoré. Moi, ça me dépasse de voir une énergie, un talent, des moyens qui se sont coordonnés. Mais pour revenir au fait que ça a été rapide, il y a eu dans les essais, donc les essais thérapeutiques randomisés en double aveugle, on ne parle pas de pour ou contre, on parle de preuves. On parle de preuves. C'est tous les débats, chloroquine, etc. Dans un cas, il y a des études sans preuves, et puis ce qu'on veut, c'est des preuves avant de vacciner à grande échelle. Là, aucune des phases n'a été brûlée. Ça a été fait de façon très, très rapide, mais il a été fait vite, mais pas à la va-vite. Les étapes n'ont pas été... Voilà. Elles ont été respectées. Les qui éclatent actuellement en Europe, ce sont des fakes. Vous savez, il est fake, les réseaux sociaux, on croit que la Terre est plate. Moi, je vous parle de choses qui sont diffusées sur certains médias. Je ne parle pas de réseaux sociaux, là. Mais moi, vous m'avez répondu que la science évolue. Oui, la science évolue. Et vous pensez que des gens qui ont fait des études scientifiques ne suivent pas l'évolution de la science? Ils se contentent de ce qu'ils ont appris il y a 40 ans et puis ils s'endorment sur leur laurier après? Non, ils suivent l'évolution des sciences. Et c'est pour ça que votre réponse, elle me déplaît fortement. Ça voudrait dire que vous avez fait des études il y a 40 ans, mais entre-temps, vous êtes endormi et puis vous êtes réveillé en 2020, quoi.
ou en 2021. C'est pas très sérieux comme réponse. Moi, je suis désolé. J'ai bien entendu vos réponses. Oui, il y a eu des essais de fait, mais expliquez-moi pourquoi aujourd'hui, à l'heure où on parle, on ne peut pas me parler des effets secondaires de ce vaccin de manière précise. On ne peut pas me donner la durée les effets secondaires, on les connaît. On en connaît quelques-uns même. On peut en parler de façon il y a précise. 139 Les effets secondaires remontées immédiats. d'effets secondaires. On va y revenir. L'immunisation du vaccin, etc. On va enrichir le débat juste avec une intervention, celle de le docteur Dua, professionnel de santé, que Sébastien Laporte a interrogé sur la question de la fiabilité du vaccin anti-Covid. On l'écoute. Ce vaccin c'est nouveau, c'est tout nouveau. Ça vient de sortir, c'est un vaccin ARN. On ne sait pas trop quels vont être les effets secondaires. On a des effets secondaires qui sont à court terme. On les connaît, il y en a beaucoup, mais qui sont très légers. C'est des petits effets secondaires, des maux de tête, des fatigues, enfin des choses assez légères. Et par contre, les effets secondaires à long terme, on ne sait pas. On ne sait pas, ça fait trop peu de temps, c'est nouveau, c'est du vaccin ARN, on ne sait pas trop ce que ça peut inoculer, on vous inocule de l'ARN, on ne sait pas trop ce que ça peut faire sur la cellule humaine, on ne sait pas si ça ne peut pas déclencher des maladies auto-immunes. Donc moi je peux comprendre les gens qui sont méfiants. Moi-même, je suis je regarde ça d'assez loin, avec beaucoup de recul. C'est pas rassurant d'entendre un professionnel de santé dire qu'il n'est pas tout à fait confiant dans ce vaccin. Alors, on parlait tout à l'heure des effets secondaires. On a recensé dans l'Hexagone 139 remontées d'effets secondaires, parmi lesquels de la fièvre, une fièvre élevée, des maux de tête, mais aussi de l'épuisement et des douleurs. Docteur Epelmoin. Tout à fait. Alors, c'est des effets secondaires qui sont relativement banals pour des vaccins. On a effectivement la fameuse douleur au point d'injection qu'on a tous eu avec le vaccin contre la grippe ou d'autres types de vaccins. On peut effectivement avoir de la fièvre, on peut avoir des douleurs articulaires, donc ce qu'on appelle des arthralgies, des douleurs musculaires, des myalgies, des maux de tête qu'on appelle des céphalées. On peut avoir aussi une grande fatigue. Ça, c'est ce que le docteur Dua appelle les effets secondaires légers et plutôt banals. Et c'est effectivement des effets secondaires plutôt fréquents, mais bénins et qui passent très vite en 24, 48 heures, 72 heures, souvent avec du paracétamol et c'est réglé. Et il y a eu effectivement un certain nombre, je crois une quinzaine ou une vingtaine, si je dis pas de bêtises, d'effets secondaires plus graves, ce qu'on a appelé l'anaphylaxie. C'est-à-dire qu'on provoque une réaction, le vaccin provoque une réaction allergique chez de très rares personnes qui peut être inquiétante, mais jusqu'à présent, toutes celles qui sont survenues aussi bien en France que aux États-Unis, ils ont fait le vaccin, la première étude qui est sortie avec 2 millions de vaccins administrés et une vingtaine d'effets secondaires conséquents qui sont liés à l'anaphylaxie, donc c'est-à-dire des conséquences de l'allergie où on peut avoir une baisse de tension, etc. Mais tous les patients sont repartis le jour même sur leurs deux jambes parce que les choses ont pu être réglées. Donc il faut être extrêmement vigilant vis-à-vis de ça. On sait que ça existe avec d'autres choses, ça existe avec les aliments, ça existe avec un certain nombre de médicaments que les gens prennent tous les jours. Donc il faut être très vigilant. Ensuite, M. Dua, M. Darnal ont raison. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'effets secondaires à long terme que pour l'instant on ne connaît pas. Alors c'est vrai qu'ensuite la nature humaine varie. Il y a des gens qui vont être très inquiets de ce qui peut survenir, d'autres qui vont être moins inquiets. Une chose est sûre, c'est que les laboratoires aujourd'hui sont complètement scrutés à la loupe par toutes les agences partout dans le monde, par les médias, par les associations à raison. Et effectivement, on est en train de regarder ce qui se passe. On a vu un certain nombre de choses, d'événements qui sont arrivés depuis le début de la vaccination. On a entendu parler de paralysie faciale, on a entendu parler d'encéphalite, d'encéphalomyélite. Sauf que il faut vraiment voir qu'on a vacciné beaucoup de monde. Et les mots que je viens de vous prononcer, la paralysie faciale ou l'atteinte du système nerveux central, c'est des choses que les gens auraient pu faire s'ils n'avaient pas été vaccinés. Pour l'instant, on n'a pas fait de lien. Encore une fois, quelqu'un peut avoir un accident vasculaire cérébral dans les jours qui viennent. S'il n'avait pas été vacciné, il aurait fait cet accident vasculaire cérébral. Et puis, si par hasard on l'a vacciné à ce moment-là et que ça survient, il peut y avoir confusion, donc il faut faire attention à la causalité entre la vaccination et puis la survenue de ce type d'effet. Ces effets secondaires peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves sur des personnes dont la santé est déjà précaire, on va dire. L'anaphylaxie, faut pas laisser, faut s'en occuper. Mais c'est très rare. Mais moi, je voulais parler des effets à long terme. Alors, les effets à long terme, c'est vrai qu'on ne sait pas, mais c'est pas parce que, il faut pas dire, c'est pas parce qu'on nous le cache, c'est parce que
on a un recul qui est faible. Je pense que des études vont sortir à 6 mois, à 9 mois, etc. Donc on est en train d'avancer et ces études ne disent que ce qu'elles trouvent. Elles ne font pas de spéculation sur des choses comme ça. Après, pour revenir sur le fait que c'est de l'ARN, mais quand vous faites la dengue, vous êtes bombardé d'ARN par le virus de la dengue. Quand vous faites la Covid, etc., il y a de l'ARN partout. Donc, le fait, et nous-mêmes, on fabrique de l'ARN en permanence. Donc, le fait qu'il y ait de l'ARN, d'ailleurs, ça ne rentre pas dans le noyau. C'est juste un message, c'est très fragile. Je pense qu'il y a plus un aspect psychologique que vraiment objectif sur cette crainte-là. Alors, on a appris aujourd'hui que 5 personnes sont mortes, 5 personnes de plus de 75 ans sont mortes dans l'Hexagone, des personnes qui souffraient de comorbidité. Déjà, est-ce qu'on peut y voir une relation de cause à effet ? C'est très difficile de faire la part des choses. On a aussi entendu un signal de ce type-là en Norvège il y a quelques jours. Exactement. On a vu que des gens qui avaient eu le vaccin sont décédés quelques heures ou plutôt quelques jours plus tard. Maintenant, encore une fois, je crois qu'il s'agit de 23 personnes, sachant qu'on a vu, en Norvège, c'est 400 personnes qui meurent tous les jours du Covid. C'est difficile de faire la part des choses. Il est possible, en Norvège, on a vu que c'était des patients qui avaient plus de 80 ans, c'était les plus fragiles de la population, c'est les premiers à qui on a fait le vaccin, et il n'est pas complètement exclu que le fait d'avoir fait de la fièvre ou d'avoir fait des choses ait pu déséquilibrer un équilibre très précaire chez ces patients-là. Encore une fois, pour l'instant, c'est en cours d'investigation, on ne peut rien exclure. Enfin, nous, en tant que scientifiques, on ne va pas affirmer mordicus que non, ce n'est pas ça, parce qu'on attend de savoir s'il y a une corrélation qui peut être établie ou pas. Je voulais apporter 2 précisions. Le professeur nous a parlé de suivre l'évolution des choses. Traditionnellement, quand on met au point un vaccin, il y a différentes étapes. Et le recul nécessaire à la validation d'un vaccin, on le prend. Là, on ne le prend pas. Vous nous dites, dans quelques mois, on va voir comment ça évolue. En général, oui, effectivement, on a des personnes qui sont volontaires, qui se proposent. On fait des essais sur ces personnes-là. Ce sont des personnes qui dédient leur vie à la science ou à l'humanité. Et ensuite, on suit l'évolution des choses chez ces personnes-là. Et en fonction de l'évolution des choses, le vaccin est plus ou moins mis au point. Moi, c'est toujours ce que j'ai compris. Vous avez complètement raison. C'est vrai que là, on est dans une situation d'urgence qui fait que... Comme on est en situation d'urgence, on peut franchir ces étapes-là. Ben, le problème, c'est que le Covid tue des gens tous les jours. Il n'y a pas d'autre moyen de soigner les gens que par le vaccin. Parce que là, on parle de préventif. Mais qu'est-ce qu'on a fait au niveau du curatif ? Ben, on a fait beaucoup de choses. J'entends pas parler de grand-chose. Hein. À part le débat qu'il y a eu avec le professeur Raoult sur l'hydroxychloroquine, on ne nous a pas présenté d'autres formes de Vous avez complètement raison. Aujourd'hui, il y a assez peu de molécules qui ont fait leur preuve dans le traitement curatif du virus Covid. On sait que donner des corticoïdes, donc des anti-inflammatoires puissants, permet de contrôler la phase très inflammatoire dans le poumon chez les gens après 7, 8, 10 jours d'infection par virus. On sait qu'on empêche la survenue d'embolie pulmonaire, c'est-à-dire de caillots dans les artères pulmonaires en mettant un anticoagulant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu énormément d'essais, énormément de molécules qui ont été testées, des anticorps monoclonaux, différentes molécules antivirales. Et effectivement, aucune d'entre elles n'a vraiment fait ses preuves aujourd'hui. Donc, vous avez tout à fait raison. En termes curatifs, on n'a pas trouvé un nom de choses. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de virus. Nous, dans notre pratique quotidienne d'infectiologue, on sait qu'il y a un certain nombre de virus pour lesquels on n'a pas de traitement. Et donc, c'est vraiment pour ça que, comme on n'y arrive pas au niveau curatif, même si ça représente un nombre minime de personnes, les formes graves, mais tout de même, eh ben, on préfère éviter que les gens se contaminent, et c'est à ça qu'est censé nous servir le vaccin. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec le docteur Dua, qui lui-même estime qu'on pourrait faire les choses autrement. On l'écoute. On a eu des morts, à mon avis, parce qu'on a mal soigné. On a trop intubé de gens. On soigne beaucoup mieux maintenant. On soigne beaucoup mieux. On sait qu'il n'y a pas besoin d'intuber les gens. On pratique l'oxygénothérapie qui est à forte dose, qui est plus efficace. Et l'intubation, la réanimation tue. Il faut le savoir, ça. La réanimation, ça tue. Plus vous passez de temps en réanimation, plus vous avez de chances de mourir. Donc, si on peut éviter ça, c'est mieux. Et actuellement, on arrive à éviter ça. Donc on peut espérer qu'il y aura beaucoup moins de morts maintenant qu'avant. Et en plus, on utilise les anti-inflammatoires. On nous avait dit qu'il ne fallait pas utiliser les anti-inflammatoires. C'est une erreur.
il faut les utiliser, les corticoïdes, ça sauve aussi. On soigne beaucoup mieux. On soigne beaucoup mieux, donc on peut espérer que le taux de mortalité va être beaucoup plus faible. Et surtout en Guyane. Il a raison, le docteur Dua. Enfin, de dire qu'on va en réanimation à mort, je pense qu'il y a une inversion du sens de la causalité. Moi, je voulais revenir sur l'histoire. Le vaccin n'a pas été mis prématurément. Les essais cliniques, il y a la phase 1, phase 2, phase 3. Phase 3, on a des résultats sur des populations et après, le vaccin est mis sur le marché. Et après, on est là à la phase 4. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance, où il y a des millions de personnes qui sont vaccinées et on étudie tous les signaux. Et à ce moment-là, on peut voir apparaître effectivement des choses qui sont beaucoup plus rares, qu'on n'aurait pas pu détecter sur des essais, même si c'est 30 000 personnes, ou le truc qui arrive une fois sur 1 million, on ne le verra pas sur 30 000 personnes, ou peut-être pas. Donc, mais il n'y a aucune anomalie dans le déroulé des choses. On est à la phase 4, on est à la phase de pharmacovigilance, où effectivement, là, dans le monde, il y a 40 millions de personnes vaccinées, et donc tous les signaux vont commencer à revenir. Tous les essais vaccinaux, on va suivre les patients à 6 mois, à 8 mois, et on va voir, il y a des réponses qui vont venir très rapidement. Moi, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur le fait qu'en ce moment, on est en urgence. Et en effet, l'urgence peut inquiéter sur le fait qu'on bâcle un petit peu les opérations. C'est la discussion qu'on a depuis tout à l'heure. En fait, c'est vraiment le contexte, ça compte. Si on était en train de nous proposer un vaccin pour une maladie qu'on nous annonce, dans 1 an, dans 2 ans, on nous dit il va y avoir le Covid-23, on vous propose le vaccin Covid-23. On ne l'a pas encore vu, cette maladie, on ne sait pas si elle va arriver, on ne sait pas si elle va être vraiment mortelle. Et du coup, on peut effectivement se dire il vaut mieux prendre un peu le temps, on n'est pas sûr, peut-être c'est faux, peut-être on nous inquiète exprès, etc. Mais on n'est pas dans cette situation. Là, on est dans la situation où on a eu encore, je crois que c'est 138 personnes qui ont été touchées, qui ont été déclarées positives aujourd'hui, je me trompe peut-être d'1 ou 2. Et parmi ces personnes-là, il y en a 1, 2 qui vont statistiquement aller en réanimation. Et je le souhaite à personne, malgré la qualité des médecins guyanais, je souhaite à personne déjà d'avoir le Covid, parce que les proches qui l'ont eu, ils n'ont vraiment pas aimé, plus avoir le goût, plus avoir l'odorat, parfois pendant des mois, parce qu'on parle des effets à long terme qu'on ne connaît pas du vaccin, mais on ne connaît pas les effets à long terme du Covid. Le Covid, dans 10 ans, les millions de gens qui ont eu le Covid, est-ce qu'ils vont vivre 20 ans de moins? On ne sait pas. Il faut attendre qu'ils meurent pour voir s'ils ont mort plus tôt ou pas. Par principe, on a du recul sur la peste et le choléra. On a du recul sur rien. Et maintenant, on est dans une situation où tous les jours, il y a des gens qui tombent malades et quasiment tous les jours, il y a des personnes qui entrent en réanimation. Et entrer en réanimation, au-delà du fait que c'est très difficile, c'est aussi très difficile psychologiquement. On a aussi des signalements, pas forcément en Guyane, mais de dépression, de maladies qui s'installent, ou des déséquilibres, notamment chez des personnes fragiles qu'on n'arrive pas à remettre en route. Et franchement, je souhaite à personne d'aller en réanimation. Et je ne dis pas à mes proches, aux gens qui me sont chers, écoute, il y a la réa, puis les infirmiers peuvent même bosser 24 heures sur 24, c'est pas bien méchant, ils sont là pour ça, ils sont payés pour, vas-y, fais la fête. Non. Excusez-moi, personne n'a parlé de faire la fête, Madame Debord. C'est ce que je caricaturais les propos que certaines personnes comme moi défendent. On ne dit pas aux gens d'aller faire la fête. On dit aux gens qu'il y a des mesures qui sont prises qui sont inappropriées. Alors, si vous parlez comme ça, moi je suis obligé de vous parler de vos mesures. Quand on dit aux gens il y a le couvre-feu à partir de 19h, et que pendant les 3 semaines qui viennent de passer, il y avait des allées et venues sans contrôle qui se faisaient sur les différentes frontières de Guyane, sur les gens qui arrivaient à l'aéroport, ça ne vous interpellait pas. Nous, ça nous interpellait. On a fait un communiqué au mois de décembre pour dire que c'est quand même ahurissant de voir qu'il y a des centaines de personnes qui traversent les 2 fleuves et qu'aucun contrôle n'est organisé. On a dit que c'était inadmissible que des gens prennent l'avion sans qu'on les contrôle au départ et à leur retour. Oui. Mais ça n'a gêné personne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On veut enfermer les gens chez eux. On va nous faire croire que c'est plus dangereux de sortir le soir
que la journée. Alors c'est mais faux, c'est monsieur Darnal, une et vous le hérésie, savez très madame. bien, parce que vous êtes toute un la scientifique. journée. bien Attendez, sûr excusez-moi, faux. je Je termine. vais intervenir. Toute la journée. On va toute essayer la de journée, recentrer les gens- le débat sur le Les gens vaccin. vont dans les supermarchés, vont dans leur entreprise, ils sont en contact de d'autres personnes, ils vont dans les administrations, ils font des queues interminables. Et ça ne dérange personne. Moi, ce qui me dérange, Quand au c'est, mois par d'août exemple, l'année si je peux dernière, intervenir, nous avons monsieur proposé... Darnal. Non, je n'ai pas terminé. Albert Darnal, Nous avons on proposé parle de pas du confiner couvre-feu, on va parler pendant on va 15 recentrer jours le débat sur le pour vaccin, si vous permettez. permettre d'étouffer le développement du virus. Non, on a continué à laisser rouler. Alors, moi, ce qui m'interpelle avec mon association, puisque vous les caricaturez, c'est qu'on ne prenne pas les bonnes mesures au bon moment et qu'aujourd'hui, on veuille nous faire croire que la panacée, c'est le vaccin. Vous-même, vous le présentez contre le chant, la peste et le choléra. Alors, soyons sérieux un petit C'est peu. vous qui Moi, caricaturez. vous me par choquez là quand vous êtes une association, vous avez une parole publique, vous avez des gens qui vous écoutent, qui vous suivent, des personnes âgées probablement, et vous mettez dans la balance le vaccin avec des incertitudes certes, mais 95% de protection et une proportion de morts assez importante plus on est âgé. Franchement, non, quoi. Non. Mais moi, Non. je vous dis non, aussi, moi, monsieur, moi, parce que vous j'ai avez des collègues parents, qui sont j'ai des pa- scientifiques comme vous, qui sont médecins, qui Mais ont vous créé pouvez des pas. associations en France. C'est qui irresponsable. dénoncent C'est l'utilisation irresponsable. Ben, Vous vous aussi, vous décrédibilisez êtes totalement en disant peste et choléra. Je suis Mais désolé. moi, je l'affirme. Mais Vous pouvez pas m'empêcher de le dire. C'est vous mon pouvez, point de vue. vous pouvez le dire, mais votre parole porte avec des gens. Oui, mais et ma vous avez une parole porte. responsabilité. Il y a peut-être quelqu'un fait. là qui va pas aller se faire vacciner parce qu'il y a la peste choléra. Et peut-être que Mais cette moi, je peux vous personne dire, va je n'irai mourir. pas me Voilà. faire vacciner. Et moi, je sais Et pas. je ne suis pas anti-vaccin, pourtant j'ai J'espère tous mes que vaccins. vous dormirez Mais celui-là, bien. En Alors- tout cas, le fait de maintenir, par exemple, en termes de mesures, on a parlé des mesures sur les EHPAD. Les EHPAD, les personnes qui sont hébergées en EHPAD, aujourd'hui, elles sont privées de liberté, parce que de ne pas pouvoir voir ses proches, pas pouvoir les embrasser, c'est quand même très compliqué. Alors oui, on peut considérer que ça a bien marché jusqu'à présent et on peut continuer comme ça pendant plusieurs années à empêcher les personnes âgées de vivre librement leurs dernières années de vie. Moi, j'ai plutôt envie, à mes proches âgés, de leur proposer la solution que la science nous offre, parce que des centaines, des milliers de scientifiques qui ont à cœur la vie des gens, les gens qui s'engagent dans la médecine, qui s'engagent dans la science, qui s'engagent dans le soin, sont des gens qui veulent nous sauver, qui veulent vous sauver aussi d'ailleurs, monsieur Darnal. Et moi, j'ai plutôt envie d'avoir Et les médecins confiance. qui sont dans les collectifs qui dénoncent ce vaccin, Moi, j'ai plutôt envie de faire ils n'ont pas envie confiance de sauver aux la vie gens des gens. qui donnent leur vie, leur nuit, leur week-end pour faire avancer la recherche et lutter contre l'obscurantisme. Voilà, moi je suis une éternelle optimiste. je me bats Peut-être contre que du coup, l'obscurantisme aussi. chez Tous les nous, jours. on aura un peu plus de gens vaccinés, un peu plus de gens immunisés et on pourra un peu plus Mais se se serrer battre dans les contre bras sans avoir l'obscurantisme, ça ne peur. veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Je n'accepte- Ça veut dire faire des recherches, étudier, essayer de comprendre les choses. Parce que c'est ce que j'essaie de faire, moi, en tous les cas, avec Merci, mes monsieur amis, Darnal. mes camarades. On essaie de comprendre. On ne veut pas qu'on nous dise c'est ça et pas autrement. Il y a même des explications que le professeur qui est à côté de moi a données ce soir et le médecin infectiologue qui est en face de moi a donné, que je n'ai jamais entendu au haut niveau. C'est la première fois que je les entends de la bouche de scientifiques. Donc, la population ne doit pas être infantilisée. Je suis d'accord. La population, elle doit être responsabilisée. Tout à fait. Elle doit être informée, elle doit savoir à quoi se tenir. Donc si on lui dit les choses, Et on doit pas lui la mentir. population fera son choix. Tout à fait. Mais si on lui ment, si on ne lui dit pas la vérité, elle ne pourra pas choisir en connaissance de cause. Et c'est ce que je dénonce également. C'est cette infantilisation de la population. Alors, pour continuer à parler des risques, une association anti-OGM, le CRIGEN, fondé par Corinne Lepage, ancienne ministre de l'écologie, fait état dans un rapport de risque plus élevé sur le système immunitaire et l'apparition de nouveaux virus par recombinaison génétique causés par les vaccins de ce type. Le rapport préconise en la matière un principe de précaution. Ce principe de précaution est-il suffisamment pris en compte, messieurs, madame ? Alors ce rapport, je ne l'ai pas lu, j'ai entendu parler du mouvement de Madame Lepage depuis plusieurs mois.
on en parle depuis tout à l'heure, le principe de précaution, il est là, on scrute, on regarde, il y a les différentes phases qui ont été passées. Encore une fois, il reste des inconnus. Monsieur Darnal a par exemple dit qu'on n'était pas encore complètement sûr de est-ce qu'on diminuait la contagion. A été publié à la fin de l'année, on était déjà bien avancé dans. Donc les choses elles ont progressé depuis. On a eu des publications sur, comme l'a dit le professeur Naché, 30 000, 40 000 personnes vaccinées avec tantôt un vaccin, tantôt l'autre. Pour l'instant, les choses sont rassurantes. Et encore une fois, c'est vrai que il y a aussi une sorte de littérature grise qui sort avec des gens qui affirment qu'il y a des études qui sont sorties. Et puis, en fait, ces études, on les voit pas vraiment. Voilà, nous, en tant que scientifiques, on écoute tout, on essaye d'aller vérifier l'information. Monsieur Darnal le fait aussi avec son association, mais on essaye d'aller voir qu'est-ce qui se dit. On sait que cette crise Covid, elle a provoqué une sorte il y a tout un tas de gens qui ont commencé à dire des choses, qui affirment qu'il y a des études, alors que ces études, on ne sait pas où elles sont, qui ont affirmé des choses, je veux dire, je me suis fait vacciner la semaine dernière, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'avais commencé à muter parce qu'on m'avait injecté de l'ARN. Encore une fois, on sait rassurez-vous, a priori, tout est pareil. Ça se passe bien généralement en ce moment chez les personnes qui se font vacciner. Ça a l'air, c'est plutôt l'entourage qui est inquiet, peut-être probablement à tort, mais j'ai reçu beaucoup de témoignages de compassion depuis que je me suis fait vacciner. Bon, mais non, moi l'entourage est jaloux. Mais c'est vrai, et c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient très opposés il y a encore 2 semaines, 3 semaines, qui disaient moi le vaccin jamais, et puis effectivement maintenant j'ai des coups de fil en disant finalement comment est-ce qu'on peut faire, est-ce que c'est que les soignants qui sont vaccinés ou est-ce que... Pour revenir au principe de précaution, c'est quand on n'a pas d'informations. Effectivement, là on en recueille, mais on a quand même déjà beaucoup d'informations rassurante. Maintenant, il faut continuer à regarder. Mais ça ne veut pas dire rien faire. Monsieur Darnal. Alors oui, mais pendant cette crise, si vous voulez, il y a eu d'un côté, on disait que ça allait pas assez vite. C'est-à-dire, les traitements, machin, Raoult, la chloroquine, les essais randomisés, c'est pas bien, machin. Et de l'autre côté, maintenant, on dit, ah non, mais ça va trop vite. Donc, je pense qu'il y a de l'angoisse. Effectivement, il y a l'angoisse. On vit une crise, on en verra une dans sa vie, comme ça. Donc, c'est quelque chose d'assez... une espèce d'immense tourbillon, ça génère de l'angoisse, des tâtonnements, des flottements, etc. Mais quand même, on avance à une vitesse grand V. On a fait des progrès en moins d'un an qui sont donc certes, jour après jour, on a l'impression comme ça d'un flottement. Ça génère tantôt de l'impatience, tantôt on a l'impression oula, ça c'est trop tôt. Mais je pense et puis surtout, c'est des idées de complot, quoi. On nous cache ceci, on nous fait où il y a quelqu'un dans un bureau qui a des manettes, qui fait du mal. Mais beaucoup de gens pensent ça. Vous regardez aux États-Unis, au Congrès américain, les gars qui étaient sans masque parce qu'ils disent que c'est pas vrai, que il y a eu des États-Unis. Oui, mais ça reflète quand même avec justement beaucoup d'informations qui sont mal triées, qui sont absorbées. C'est très difficile de faire le tri sur ce qui est fiable et ce qui est pas fiable. Et c'est pour ça que vous dites que vous voulez informer la population, et je pense qu'effectivement il faut leur donner les bons éléments pour prendre leurs décisions. Et puis parce que encore une fois, moi je pense que ça serait dramatique pour des fausses peurs ou pour des raisons qui sont fallacieuses de ne pas se faire vacciner et de prendre un risque avec sa vie ou celle de ses proches. Oui. Selon vous, les bonnes informations, ce seraient les vôtres alors? Pas les miennes. Je vous écoute. La science progresse avec des journaux. Dans les lectures que j'ai pu avoir, j'ai eu un professeur américain, j'ai lu un professeur de médecine infectiologie qui a écrit un certain nombre de choses. Moi, ça m'a interpellé. Et pourtant, c'est un médecin, chef d'un service, il est infectiologue, c'est un scientifique. Il donne son opinion. Il y a des associations qui se sont constituées en France, qui donnent leurs opinions, qui sont différentes de la vôtre. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une pensée unique et qu'on doit la suivre. Moi, je ne suis pas complotiste. Et je ne suis pas pour qu'on développe une idée du complot. Mais on est en droit de se poser un certain nombre de questions sur les fausses informations qui sont données à la population. En fait, il y a la théorie et les faits. Voilà. La science, ça passe par la revue, par les pairs, par des revues à comité de lecture. Et les professeurs, aussi grands soient-ils, quand ils donnent des opinions, ce n'est qu'une opinion. La revue par les pairs, c'est que on regarde les données, c'est relu, critiqué par des experts du domaine, et une fois que ça passe, là, c'est très exigeant. Et c'est pas des opinions. Alors, il nous reste un peu plus de 5 minutes d'émission. On va revenir
à la campagne de vaccination et à son organisation, notamment sur le fleuve et dans les communes isolées. La Guyane dispose désormais de 3 centres de vaccination depuis le 16 janvier, samedi dernier. Le premier a ouvert à l'hôpital de Cayenne, les 2 autres aujourd'hui à Saint-Laurent et Kourou. Les précisions tout de suite de Jocelyne Elgouache. Les 3 centres de vaccination implantés en Guyane dans les hôpitaux de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni sont désormais tous opérationnels. De nouveaux publics prioritaires peuvent bénéficier de la vaccination. Elle est ouverte aux résidents et personnels des EHPAD et aux unités de soins de longue durée. Vaccination ouverte aux soignants, aux pompiers et aux aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités. La vaccination est aussi possible pour les résidents des maisons d'accueil spécialisées. Les patients atteints de certaines maladies pourront aussi se faire vacciner, tout comme toutes les personnes âgées de plus de 75 ans. Les patients devront avoir une prescription médicale de leur médecin traitant pour bénéficier de la vaccination sans critère d'âge. Vous devrez ensuite prendre rendez-vous par téléphone ou sur Internet dans un des centres de vaccination. Alors Clara Debord, comment vacciner les populations des communes isolées ? En s'appuyant sur le réseau des centres de santé, des CDPS, qui est un réseau formidable qu'on nous envie, avec des professionnels de santé extrêmement compétents et engagés, et qui toute l'année vaccinent. Toute l'année, les professionnels de santé des CDPS vaccinent, y compris avec des vaccins qui doivent être gardés au froid. La différence avec ce vaccin-là, c'est qu'on est avec des multidoses et qu'une fois le vaccin décongelé, il ne peut tenir que 5 jours. Donc ça demande un peu plus d'organisation que d'habitude, c'est-à-dire il faut un système de réservation, parce qu'il ne faudrait pas qu'on jette des vaccins tellement ce vaccin est précieux. Mais donc dès l'instant que les équipes sont en mesure de réunir un certain nombre de volontaires à la vaccination, eh bien les doses sont commandées à la pharmacie du centre hospitalier de Cayenne qui, avec les moyens habituels, les moyens aériens bien sûr, envoie avec les professionnels de santé nécessaires les doses nécessaires pour pouvoir vacciner. Donc on a ce maillage-là qui, évidemment, là, ça ne sera pas des prises de rendez-vous par Internet, on ne va pas faire de la même façon que dans les centres de vaccination du littoral, mais on va s'appuyer sur le circuit pharmaceutique très efficace qu'on a en Guyane et sur le circuit et sur le réseau des centres de santé. Alors on arrive au terme de cette émission. Avant de conclure, je voudrais vous laisser la parole à tout un chacun autour de cette table pour un tour de table, si vous avez un message à délivrer. On va commencer par vous, Monsieur Darnel. Le contraire m'est étonné, mais c'est pas grave. Moi, je veux insister sur un point. Un des moyens de se prémunir contre ce virus, c'est le sport. Moi, je pense que permettre la pratique du sport en Guyane à nos jeunes qui en ont besoin, au lieu de les laisser errer en faisant un peu tout et n'importe quoi, ce serait un des premiers moyens de lutter contre le développement de ce virus dans la population. Je suis convaincu, le sport, c'est un moyen de développement des capacités respiratoires des êtres humains. Et donc, aujourd'hui, 39 000 licenciés sont privés de sport. Ça, c'est une première chose. Et la dernière chose, moi, je dis à la population, panga. Nous pouvons savoir, ça y est derrière, ça vaccin. Nous pouvons dire rien, et qu'à raconter nous, ça y est, panga. Docteur Epelboin. Je comprends le point de vue de M. Darnal. Et puis moi, en tant que soignant, j'ai vu des mamies, j'ai vu des patients avec de l'hypertension ou trop gros ou diabétiques, avec une respiration catastrophique, une saturation, une quantité d'oxygène dans le sang qui s'en sortait plus, le virus qui avait pris tous les poumons, certains qui ont survécu, mais après combien de jours à l'hôpital dans des conditions pas possibles, pas de l'hôpital, mais à cause de leur maladie, qui ont fait de la réanimation, qui ont été intubés, comme on l'a dit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il faut mettre un terme le plus possible à cette pandémie. Et pour ça, je pense que le vaccin, c'est vraiment la solution. Professeur Nacher. Alors moi, je pense à nos voisins, parce qu'effectivement, on est dans un monde connecté. Et j'écrivais à mon collègue, Stéphane Vreden, à Paramaribo. Eux, il n'y aura que les soignants qui auront du vaccin OMS, mais peut-être en mars. Et pour la population, pour l'instant, apparemment, il n'y a rien de prévu. Et au Brésil, ils utilisent le Sinovac avec 50% d'efficacité. Donc je pense que faut... là, on est là à débattre pour contre, mais on est quand même...
des privilégiés. Je pense à tous les pays du Sud pour qui, pour l'instant, le vaccin, ça reste très théorique. Merci, professeur Nacher. Madame Deban, pour terminer, vous avez quelques secondes, 30 secondes. Quelques secondes pour faire part de, à la fois mon optimisme sur le déploiement de cette campagne et du fait que les Guyanais vont se saisir de cet outil qui leur est offert au moment où de nouveaux variants arrivent, des variants d'autant plus contagieux qu'ils nécessitent un respect des distances et de la distance physique encore plus important, respect du masque encore plus strict, et que je ne me vois pas durer des années comme ça. Donc je m'accroche à cet espoir d'une immunisation collective, parce que c'est collectivement qu'on va s'en sortir. Merci à tous les quatre pour votre éclairage sur ce sujet sensible de la vaccination. J'espère, chers téléspectateurs, que cette émission vous aura permis de vous faire une idée plus précise sur cette question et qu'elle vous aidera peut-être à prendre votre décision de vous faire ou pas vacciner. Très bonne soirée à tous.